Bonjour à tous. Donc nous sommes à peu près une centaine de personnes donc, pour ce webinaire. Donc je suis Thierry Mathieu, le directeur de la CAF de l'Hérault, et je suis heureux donc de vous accueillir pour notre webinaire « La petite enfance, un bon investissement ». Comme je vous le disais, nous sommes pour l'instant une centaine de personnes connectées sur les 230 que nous attendons. Ce webinaire devrait durer environ 1h30. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Julien Damon, donc professeur associé à Sciences Po, conseiller scientifique de l'École nationale supérieure de sécurité sociale et aussi chroniqueur aux Échos et au Point. Et il animera ce webinaire. Donc, tout au long de la conférence, vous pourrez à tout moment poser vos questions sur le fil de discussion et nous y répondrons donc soit dans le fil, soit donc à l'oral. Si vous rencontrez un problème technique, nous avons mis un module donc de conversation pour les questions techniques, mais il y a aussi un numéro d'assistance qui est le 04 67 22 92 03. Voilà, et maintenant, donc, je cède la parole au président du conseil d'administration de la CAF de l'Hérault pour quelques mots d'introduction avant la conférence de Julien Damon. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Directeur. Bonjour à tous. Vous avez présenté parfaitement Monsieur Damon, donc on est heureux particulièrement d'accueillir aujourd'hui. Je voudrais, en le saluant, saluer aussi l'ensemble de nos partenaires, en particulier associatifs, Agir pour la petite enfance, qui organise cette semaine particulière. Et nous sommes là aujourd'hui pour voir avec vous, qui êtes aussi nos partenaires et souvent les opérateurs des idées que nous pouvons développer ensemble, de voir de quelle manière nous allons pouvoir vous aider. Alors, je laisserai pour cela la parole bien plus docte à Monsieur le Directeur qui prendra la suite. Mais je vous dire que s'il y a un conseil d'administration, c'est parce que la sécurité sociale, ce n'est pas justement une administration et que c'est votre outil, c'est le deuxième pied de la République. La petite enfance est au cœur de nos actions depuis longtemps. Elle a eu pendant longtemps le premier souci d'assurer la garde des enfants. Nous parlions de garderie et ça permettait d'associer de façon harmonieuse la vie familiale et la vie professionnelle. Depuis des décennies, nous sommes passés au mot accueil et nous accueillons les enfants, nous ne les gardons plus, ou plus exactement, nous ne les gardons plus seulement. Cet accueil chemine progressivement vers un accompagnement très spécialisé. Et avec le conseil départemental, au fil des années, nous avons pu élaborer des chartes, des évolutions. Et aujourd'hui, nous avons tout un panel de propositions à vous faire qui vont de, lorsque toutes les formes d'accueil sont pourvues, sont mises en place, les assistantes maternelles sont réunies en relais d'assistantes maternelles à notre initiative et avec l'aide de nos partenaires. Nous avons des réseaux d'écoute et d'aide à la parentalité, très importants parce que c'est sûrement le métier le plus difficile au monde. Des lieux accueil enfants-parents. Et puis, tout un réseau d'agents de développement territoriaux qui sont à votre service. Je parle là à nos partenaires institutionnels territoriaux, mesdames, messieurs les maires, avec lesquels nous avons toute une contractualisation qui, au fil des années, s'est affinée pour devenir de plus en plus large et de plus en plus efficace. Nous les remercions tous pour le travail qu'ils nous permettent de faire ensemble. Le mot investissement va souvent être employé aujourd'hui pour parler de la petite enfance. Oui, c'est un investissement territorial, c'est important, mais c'est surtout une fondation. Avec Mme Akbar Ali, que je salue, nous avons eu souvent à parler de ces 1000 premiers jours. Les 1000 premiers jours de l'enfant, ils vont préparer tous les milliers qui suivent. Alors, il ne faut pas être... On sait que tout est rattrapable et qu'il ne faut pas être dans le désespoir lorsque ces 1000 premiers jours n'ont pas été parfaitement réalisés. Mais ils sont quand même fondateurs. Ils sont fondateurs de ce qui va être l'envie de devenir grand. L'envie de devenir grand, c'est avoir un regard suffisamment bienveillant sur soi quand on est petit pour avoir envie de faire cet effort, pour trouver la force en soi de faire l'effort. Si personne ne regarde un enfant marcher, il ne marchera pas. Pourtant, on ne lui apprend pas à marcher. Mais il faut avoir le regard suffisamment bienveillant pour le porter à cela. Alors, ensemble, eh bien, nous allons vous parler de la manière dont nous allons pouvoir vous aider sur les territoires à mettre en œuvre des accueils dans lesquels nos plus jeunes, tous ces petits qui tombent dans la société
et que nous devons accueillir, leur donner ensemble la liberté de faire un effort, trouver cette force. Ensuite, grâce à toutes les chartes d'accueil des enfants en situation de handicap, les placer en situation de connaître l'autre dans sa diversité. Être libre dans l'effort, égaux dans la diversité, et puis surtout vivre ensemble, c'est apprendre la fraternité, c'est apprendre la joie de partager ce qui est essentiel. Alors, on va voir plein de moyens, pardon pour la formule un peu triviale, d'aller vers cela. Et je laisse la parole, je la redonne, je crois, à monsieur le directeur, en vous remerciant pour votre écoute et en tenant le conseil d'administration qui est le vôtre. Il y en a un par département à votre disposition. Merci Guichard Laguillard donc, et monsieur le président. Et maintenant, donc, je passe la parole à Julien Damon pour le début donc, de ce webinaire. Oui, alors le webinaire a déjà commencé depuis une dizaine de minutes, mais j'ai été invité en tant que Parisien expert, je crois que c'est ça qui me caractérise finalement, pour vous dire quelques mots autour du thème qui vous a fait vous connecter. La petite enfance, un bon investissement. Vous noterez qu'il n'y a pas de point d'interrogation parce que c'est dans une certaine mesure ce que je vais chercher à vous démontrer. Alors, pour certains, c'est leur premier webinaire. Pour d'autres, c'est leur énième webinaire même de la journée. Donc, j'ai tenté de faire un peu original de façon à ce que tous nous participions. Donc, je vous proposerai deux activités. C'est comme dans une crèche finalement. Il y a deux activités, mais il y a plus d'activités que cela dans une crèche. Mais la première d'entre elles, ce sera un nuage de mots. Nous allons faire un nuage de mots ensemble. Je vais vous expliquer cela autour du thème qui nous fait nous rencontrer. Le thème est la petite enfance, un bon investissement. Il s'agira pour vous de donner un mot ou plusieurs, ou une expression, ou un chiffre, ce à quoi vous fait penser l'expression qui nous fait nous rassembler, la petite enfance, un bon investissement. Et ensuite, plutôt que de vous faire une longue dissertation, je vous ai préparé une douzaine de questions qui nous permettront, je pense, de faire ce voyage dans le thème de l'investissement judicieux et efficace dans la petite enfance. Alors, nous allons débuter par un nuage de mots. Pour ce faire, vous allez voir, vous avez trois possibilités de participation. Vous avez une participation classique qui consiste à prendre l'adresse d'un lien Internet qui va vous être indiqué également sur le fil de discussion. Donc, vous cliquez et vous allez immédiatement pouvoir indiquer les mots que vous souhaitez. Une deuxième possibilité consiste à passer par SMS. Vous avez un numéro de téléphone qui s'est affiché. Vous envoyez @bkkaml, puis l'ensemble des mots que vous voulez indiquer. Mais ce que je vous propose de faire, et je vais le faire en même temps, comme ça on aura tous le même temps consacré à cela, c'est de passer par le QR code. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je précise, vous prenez votre téléphone portable et vous faites la photo de ce QR code. Vous faites comme si vous faisiez une photo, ce qui vous permet de cadrer ce beau petit crowbar qui ressemble à ce que l'on trouve sur n'importe quel bien et service que l'on veut acheter. À partir du moment où ce QR code sera affiché, vous aurez la possibilité d'ouvrir l'application et immédiatement de pouvoir mettre les mots qui vous viennent à l'esprit lorsque l'on dit petite enfance, un bon investissement. Voilà, a priori, vous avez saisi, vous avez trois possibilités pour participer à ce jeu de nuages de mots et je vous propose que nous débutions. Donc à partir de maintenant, vous pouvez mettre les mots qui vous viennent à l'esprit. Je vois que le mot CAF arrive en premier, c'est pas idiot parce que c'est l'institution qui nous fait nous rassembler. Le mot crèche, immédiatement les gens pensent à l'argent, ils ont raison, il y a un coût à tout cela, il y a un coût à tout investissement. Je vais commenter ce que je commence à faire là, les mots qui apparaissent. Plus vous répéterez un mot, plus un mot sera répété par différentes personnes, plus il sera important en taille par rapport aux autres. Je vois que l'argent, qui comme vous le savez ne fait pas le bonheur, fait quand même en partie le bon accueil de la petite enfance. Le terme crèche est celui qui arrive au centre, c'est une des formules d'accueil de la petite enfance, et pas seulement de la garde de la petite enfance, comme le président l'indiquait dans son propos introductif. Je note aussi que le terme futur, avenir, les deux termes apparaissent. Bien sûr, l'investissement dans la petite enfance n'est pas un investissement pour les seuls 1000
1000 premiers jours dans l'enfant, qui correspondent aussi, je ne sais pas si vous l'aurez noté, à 1001 nuits des parents. C'est un investissement d'avenir pour toute la société. C'est d'ailleurs, vous le voyez, le mot « avenir » qui a été le plus souvent employé jusqu'ici. Il y a le terme d'épanouissement, de construction, bien sûr. Les investissements dans la petite enfance ont comme premier destinataire les petits-enfants eux-mêmes. Il y a des décennies, peut-être, on pouvait imaginer que c'était les parents seulement, de manière à ce qu'ils puissent exercer une activité professionnelle ou ce qu'ils voulaient sans avoir vraiment d'intérêt pour la qualité de l'accueil lui-même, mais maintenant le sujet de l'épanouissement est fondamental. Je vois le terme commune qui s'impose, celui de collectivité locale aussi, c'est aux échelles locales, on a un joyeux pluriel que se déploient ces politiques. Je vois le mot qualité, accueil de qualité, j'en ai déjà dit un mot, le mot citoyenneté, c'est également un sujet plus largement de sécurité sociale et de citoyenneté sociale. Je vois les termes de personnel qualifié, bien sûr. Personne ne voudrait confier ses enfants à des gens en lesquels nous n'aurions pas confiance, et de plus en plus on peut avoir confiance en ces personnels qui sont individuellement impliqués et puis professionnellement bien formés. Je note aussi le terme, je ne vais pas les prendre au hasard, mais le terme de structure. Alors vous verrez que les structures de garde, que l'on conçoit, d'ailleurs le mot crèche en général, s'appelle désormais les EAJE, comme dans tout univers professionnel, l'univers de la petite enfance a ses abréviations. Le principal d'entre eux, qui a été créé par l'OCDE aujourd'hui, c'est les EAJE, pour établissement d'accueil du jeune enfant. Je vois le joli mot de bonheur qui apparaît. Tout ceci est fait pour le bonheur des enfants et des parents. Mais vous voyez que autour de tous ces termes, et puis vous continuez à en indiquer, tout bouge, c'est assez sympathique. On pourrait continuer longuement à évoquer tout cela. J'ai vu quand même les 3 lettres de PNI apparaître, car il n'y aurait pas d'accueil de la petite enfance dans le système français tel qu'il est conçu actuellement sans la présence de ce service public départemental qui agrée les équipements, qui leur donne la possibilité de travailler, tout comme ce service public départemental de la PNI agrée les personnels lorsqu'il s'agit d'assistantes maternelles. Aussi le mot de joie, plutôt sympathique, parce que le sujet de la petite enfance, globalement, est plutôt un sujet heureux. On voit les sujets d'argent et de rentabilité des crèches aussi qui se posent. Rentabilité des crèches en général, on pourrait en dire un mot, pour la société, c'est peut-être aussi rentabilité du secteur des crèches, qui est fait comme l'ensemble du secteur médico-social d'ailleurs, d'un secteur public organique. Des villes peuvent avoir en gestion directe par leur CCAS, mais généralement c'est en gestion directe des crèches. Vous avez un secteur privé non lucratif, associatif ou mutualiste qui est impliqué dans les crèches. Et puis vous avez un secteur privé lucratif sur base sociétaire, des entreprises qui gèrent des crèches et qui depuis, disons, une dizaine d'années sont celles qui produisent le plus de nouvelles places. Alors je vois que, vous pouvez le noter, le sujet là se fatigue un peu, nous avons notre nuage de mots, on peut le résumer par les principaux mots qui apparaissent, c'est un sujet d'avenir, bien sûr, c'est pour ça qu'on parle d'investissement. Le sujet des crèches est important, mais puisqu'il y a beaucoup de professionnels de la petite enfance ici, nous aurons noté et ils savent que les crèches ne sont pas l'essentiel de l'offre contemporaine, elles pourraient peut-être le devenir, mais c'est un autre sujet. C'est un sujet éducatif aussi, même si l'éducation nationale ne joue qu'un rôle très faible en matière d'accueil de la petite enfance. Mais c'est à la fois de l'épanouissement que cet accueil de la petite enfance, c'est de l'instruction un petit peu, mais c'est aussi de l'éducation. Voilà, j'ai vu d'autres abréviations apparaître, comme ASMAT, qui est l'abréviation technique pour les assistantes maternelles, bon départ, et je pense que je vais m'arrêter sur le terme bon départ, parce que j'espère que ce petit nuage de mots aura permis le bon départ de notre webinaire. Bon, et puis comme j'enverrai l'ensemble de ce que nous allons discuter à la CAF, j'enverrai aussi le nuage de mots finalisé, ainsi ceux qui souhaiteront l'imprimer et le mettre dans leur chambre ou dans leur bureau pourront le faire. Mais c'était vraiment pour, comme on dit aujourd'hui, briser la glace, ce petit départ. Je propose que l'on passe maintenant quelque chose d'un peu plus organisé, de façon tout aussi
également un peu ludique, mais ça permet d'avoir l'attention de tout le monde. En tout cas, je l'espère, d'avoir une partie de l'attention des participants. Je vais vous poser donc une douzaine de questions et à chaque fois, je vous donnerai 3 possibilités. J'aurais pu organiser cela de manière à ce que l'on réponde précisément et à ce que l'on se compare, mais je pense que ce sera suffisant que chacun d'entre vous se pose la question, soit tout content de trouver la bonne réponse ou au contraire se surprenne de ne pas avoir la bonne. Donc si j'avais une petite musique derrière, là, je pourrais vous faire un petit peu de suspense, mais c'est pas le lieu, hein. Et puis on pourrait avoir les réponses de tout le monde et se dire qui a bon, qui n'a pas bon, c'est pas le sujet. Bon, admettons quand même, on va faire ça. Si vous avez 12 sur 12, ben vous pourrez m'envoyer un mot et je vous enverrai, c'est promis, je me tourne, et je vais le trouver, je l'ai pas là, mais je vous enverrai un stylo de l'EN3S, l'École nationale supérieure de la sécurité sociale. Voilà, il y a un prix. Première question, quel est le niveau de la fécondité en France aujourd'hui? Eh bien, la réponse, c'est 1,8 enfants par femme. Alors, j'imagine certains derrière leurs écrans qui disent « Ah bah oui, j'ai bon, je suis content, paf, et je vais avoir le stylo de l'N3S ». D'autres qui se disent « Oh, bah, de toute façon, c'était pas loin, hein ». Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est extrêmement différent que d'avoir dans un pays un indice conjoncturel de fécondité à 1,8 ou à 2, voire à 2,1, 2,1 étant le nombre d'enfants par femme dans les pays riches, pas partout la même chose, nécessaire pour qu'il y ait reproduction des générations. Alors pour chaque question, j'ai élaboré un petit peu, c'est-à-dire que d'abord, je vais prouver que je ne dis pas de bêtises, en tout cas, je m'appuie sur les statistiques les plus solides, celles précisément de l'état civil et qui sont compilées par l'INSEE. Je ne vous les commente pas longuement parce que les tableaux, parfois, on juge que ce n'est pas forcément très digeste, mais voilà, nous sommes en 2020 et nous avons un indice conjoncturel de fécondité, vous voyez, qui est de 1,84, qui recule chaque année depuis une demi-décennie, c'est-à-dire en fait depuis 5 ans, alors qu'il était à des niveaux élevés il y a une dizaine d'années. Un sujet important, c'est que le nombre de petits-enfants qui apparaît chaque année baisse, et il baisse substantiellement. Alors, je vais continuer à vous dire des petites choses là-dessus. Là, c'est depuis une trentaine d'années, depuis 1994, le nombre de naissances chaque année en France. Vous voyez que nous avons eu une période importante jusqu'à la fin des premières années 2000, la première décennie 2000, où nous avions significativement plus de 800 000 enfants qui arrivaient sur le marché de la petite enfance, si j'ose dire, sur tout le temps de l'existence, ensuite de l'éducation nationale, ensuite de la vie active, etc., etc. Pour ce qui nous occupe, les perspectives de l'accueil de la petite enfance sont de toutes les façons très liées aux naissances une année donnée. Car l'accueil de la petite enfance, tel qu'on le conçoit, conceptualise du côté CAF principalement, c'est les 0-3 ans de l'enfant. Bon, ce que vous voyez, c'est assez net, hein, c'est la diminution du nombre de naissances. Tout dépend des échelles sur ce type de graphique. Si j'avais fait de 0 à 850 000, c'est en milliers, hein, il n'y a pas 820 naissances par an, hein, c'est 820 000 naissances, c'est un peu plus de 730 000 pour l'année 2020, que je n'ai pas indiqué sur le graphique. J'ai mis baby crack parce que c'est une inquiétude française. La France est souvent inquiète à l'égard de sa démographie, et c'est d'ailleurs l'inquiétude à l'égard de sa démographie qui a fondé en partie la politique familiale. En 1870, la France perd la guerre, et elle perd la guerre peut-être pour 1000 raisons, mais une raison qui est mise en avant, c'est la supériorité démographique allemande. Et depuis lors, la France a beaucoup investi en matière de politique familiale avec une visée historiquement nataliste. Alors, pour le montrer d'ailleurs, on peut voir que le fait de déplorer la baisse du nombre de naissances est quelque chose d'assez commun en France, d'assez récurrent. Vous le voyez, juste avant 1870, vous aviez plus d'1 million de naissances par an, et puis par la suite, ça a beaucoup baissé. En lien avec la crise de 1929, vous avez en 1931 un nombre d'enfants qui naît qui correspond au nombre d'enfants qui naît aujourd'hui en France. Je le disais avec un petit sourire, il faut aussi avoir à l'esprit un sujet qui est plus malheureux, qui est celui de la mortalité infantile. Quand on est en 1930, vous avez encore 1, 2 à 3% des enfants qui
qui naissent, qui n'atteignent pas l'âge de 1 an. Aujourd'hui, c'est 4 pour 1000. Donc, même avec le même nombre de naissances, on n'a pas en réalité le même nombre de demandes pour un système d'accueil de la petite enfance qui était inexistant en 1931, pour le dire vite, et qui s'est étendu à partir des années 1970 en France. Puis je vous ai mis ce dessin parce que je le trouve plutôt amusant. C'est que souvent, sur le plan de la fécondité, on est là en France à s'auto-flageller et à dire « Ah, bah, c'est pas terrible, ah, c'est même terrible, ah, c'est problématique ». Il faut avoir à l'esprit, ce que souligne ce dessin, que la France, cocorico si vous voulez, est encore en Europe et dans tout l'Occident, dans tous les pays riches. Nous avons battu les États-Unis, qui étaient loin devant nous quand même il y a 15-20 ans, mais qui sont loin derrière nous désormais. Nous sommes toujours au premier rang au niveau de fécondité, enfin sur le plan du palmarès de la fécondité dans les pays riches. Alors j'ai vu que certains avaient répondu 1,8 ou réponse 1 dans le fil de discussion. Ce que je vais préciser, c'est que vous pouvez poser plein de questions dans le fil de discussion, ou faire des remarques ou des réponses amusantes, amusées ou des critiques. Eh bien, on les prendra au fur et à mesure de la discussion ou dans des temps spécifiques. Ça, c'était donc la première question. Ma deuxième question porte, non pas selon vous, mais selon vous, que pensent les Français? Donc c'est selon vous, que pensent les Français? C'est la question. Selon vous, que pensent les Français de la politique familiale? Et précisément, selon les Français, à votre avis, quel est le premier objectif de la politique familiale? Je vous en ai mis 3. Le premier d'entre eux, soutenir la natalité, qui est l'objectif historique. Le premier objectif qui s'est affiché en matière de politique familiale à la française. Un deuxième objectif qui est de rapprocher les niveaux de vie, qu'on pourrait l'appeler lutter contre les inégalités. Et puis un troisième objectif qui est de permettre une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Alors moi je peux me tourner par exemple vers le directeur de la CAF, Thierry Mathieu, et lui demander, il doit pouvoir répondre à son avis, quel est l'objectif pour les Français, le premier objectif de la politique familiale? Est-ce qu'il répondrait 1, 2 ou 3 ici? Je sais que Thierry Mathieu peut prendre la parole. Alors, je répondrai les 3, mais je répondrai peut-être rapprocher les niveaux de vie. Alors, puisque c'est le directeur, il a raison, mais il n'a qu'à moitié raison. Il a raison au départ en disant que oui, les trois objectifs sont des objectifs de la politique familiale. En fait, pour les Français, aujourd'hui, le premier objectif, c'est de permettre une meilleure conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Ce que prouve cette interaction, vous voyez, c'est la liberté que donne toute la CAF à un intervenant qui peut préparer des questions. On en trouvera d'autres avec le directeur ou d'autres participants pour nous donner leur idée. Alors, je vous montre quand même ce qui fonde mon propos, c'est que la question est posée aux Français. On leur dit, selon vous, quel est l'objectif prioritaire, quel est le premier objectif, c'est ça, en matière de politique familiale. Vous voyez que pour le tiers des Français, c'est bien le sujet de la conciliation vie familiale, vie professionnelle. Ensuite, c'est le sujet de la lutte contre les inégalités qui est très proche. Donc Thierry Mathieu a quand même le point et il aura, s'il le souhaite, le stylo de l'EN3S. Il y a le sujet de la jeunesse, sujet qui est d'autant plus important aujourd'hui en 2020 que se pose la question du drame que vit une partie de la jeunesse en raison de la crise Covid et de ses conséquences. Il y a le sujet historique de la politique familiale qui est la compensation des charges d'enfants. Et puis vous voyez que le sujet historique, finalement, n'apparaît aux yeux des Français qu'en dernier rang. Et pourquoi je vous ai posé cette question ici? C'est tout simplement pour montrer combien le thème de la conciliation vie familiale, vie professionnelle, auquel contribuent au premier rang, au premier chef, les modes de garde, les modes d'accueil de la petite enfance, est aux yeux des Français la priorité en matière de politique familiale. J'ai vu que dans les réponses, alors certains ont répondu dans le fil de discussion, tous ceux qui ont répondu dans le fil de discussion ont donné la bonne réponse. Donc ça, c'est bien, le fil de discussion, vous voyez, c'est le lieu où il y a les bonnes réponses. Je vais terminer sur les questions de démographie, qui sont les questions historiquement les plus importantes et qui prennent une acuité singulière aujourd'hui dans le débat public français parce que la fécondité baisse beaucoup, par une troisième question. À votre avis, ce n'est pas votre avis à vous sur lequel vous êtes interrogé, c'est selon vous, les Français, que pensent-ils? Qu'est-ce qui pourrait inciter à avoir davantage d'enfants? Est-ce que c'est être sûr d'avoir une place pour l'enfant?
Est-ce que c'est pouvoir travailler à temps partiel ou est-ce que c'est pouvoir disposer d'un congé parental qui soit partagé entre les deux parents et qui soit indemnisé à hauteur du salaire? Aujourd'hui, il est indemnisé, pour ceux qui ne le savent pas, de façon forfaitaire. C'est la même somme, quel que soit votre salaire précédent. Je ne vais pas faire le coup du suspense là-dessus, mais je vais indiquer la réponse qui, une nouvelle fois, montre l'importance du sujet de l'accueil des jeunes enfants, l'accueil de la petite enfance. Bon, là, je vous ai mis le crowbar qui, de toutes les couleurs, doit surprendre, mais vous voyez, plus il y a de rouge, même si c'est du rouge rose à la fin, plus le sujet est celui qui importe au regard des Français, et au plus haut, vous trouvez le thème que je voulais mettre en avant, être sûr d'avoir une place pour l'enfant. Cette inquiétude face à ce qui est encore, malgré les efforts des CAF, et les efforts des CAF permettront un jour, avec les collectivités locales, de le combler et de le limiter à un parcours du combattant, notamment dans les zones urbaines, pour trouver une place de garde. Et là, c'est quand même la première préoccupation des parents. Et c'est aussi, si on doit se préoccuper de fécondité, ce qui semble le sujet le plus important aux yeux des Français. J'ai vu qu'on m'avait une question, c'est est-ce qu'après le baby boom, après le baby crack de 2020, on pourrait avoir un baby boom en 2021? Alors ça, moi, j'ai pas une boule de cristal là-dessus. Ce qui est exact, c'est que avant qu'on ait les chiffres sur la fécondité en 2020, eh ben, on ne savait pas si on serait confronté à un baby boom ou un divorce boom, avec les séparations consécutives au fait d'avoir été confiné et d'être trop proche de son conjoint. Sur le divorce boom, on n'en sait trop rien, mais en revanche, il n'y a pas eu de baby boom, c'est le moins qu'on puisse dire, il y a eu ce baby crack. Est-ce que 2021 va être marqué par une reprise à la hausse de la fécondité? Je ne saurais l'affirmer. Ce que je pense simplement, c'est que vous avez 5 années de baisse de la fécondité et il n'y a qu'une année Covid en la matière. Donc, il peut y avoir une reprise de la fécondité par rapport à 2020, mais la tendance baissière est quand même assez nette. Voilà comment je répondrai à la question qui a été posée sur le fil de discussion. Bien sûr, vous pouvez avoir à l'esprit une réponse plus large qui est de dire mais l'ensemble de ces propositions importe par rapport à la question de la fécondité, la question du coût du logement, les temps partiels, le sujet du congé parental. On terminera d'ailleurs mon petit questionnaire quiz de 12 questions autour du congé parental, améliorer le partage des tâches entre parents. Et d'ailleurs, ce sujet est plus mis en avant par les femmes que par les hommes, ce qui ne surprendra guère ceux qui s'intéressent à ces questions. Quatrième question, on quitte la sphère de la démographie et de la fécondité et on arrive en plein dans notre sujet qui est celui de l'offre d'accueil pour la petite enfance. Je fais bien attention à ne pas dire l'offre de garde, c'est un vocabulaire que l'on met de côté depuis des années et le président de la CAF a eu raison d'insister sur le terme d'accueil, mais je ne me pose pas la question sur tout l'accueil de la petite enfance, là je vous pose la question que sur les crèches et je vous demande ce qu'est l'offre de crèche aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'offre de crèche? C'est un certain nombre de places en crèche, bien sûr, mais par crèche, il faut entendre les différents types de crèches d'abord, et je ne vous demande pas le nombre de places en crèche, mais ce que représente le nombre de places en crèche par rapport au nombre total d'enfants de moins de 3 ans. Dit autrement, c'est sur 100 enfants de moins de 3 ans, combien peuvent avoir une place en crèche? Vous avez mis 3 possibilités, 20, 40, 60. Ah oui, j'ai quelqu'un qui me dit j'ai une hausse des demandes de places en crèche pour la rentrée 2021. Ah bon, d'abord, il y a la singularité de l'Hérault dont on parlera. L'Hérault se caractérise, ça vous sera répété, je pense, par le directeur, son dynamisme démographique, qui n'est pas un dynamisme démographique par la natalité. L'indice de fécondité dans l'Hérault est plus faible que l'indice de fécondité nationale, en moyenne nationale, mais c'est une démographie dynamique en raison d'un solde migratoire qui est positif. D'ailleurs, c'est très bien pour l'Hérault, ça signifie que l'Hérault est un département qui est attractif pour les jeunes ménages. Donc, si vous avez, madame ou monsieur, une hausse des demandes de places en crèche pour la rentrée 2021, ça n'a pas forcément trait à la fécondité de l'Hérault,
hein, ni même avec la baisse de fécondité dans toute la France, ça a trait d'abord au fait que l'Hérault attire de jeunes ménages et de jeunes parents. Alors, dans la réponse à la question 4, quelqu'un répond « j'espère au moins 60 ». Alors, je suis désolé, mais je vais vraiment désespérer la personne qui a indiqué espérer que ce serait au moins 60, parce qu'il n'y a à la louche, hein, en ordre de grandeur, que 20 places de crèche pour une centaine d'enfants de moins de 3 ans en France. Mais attention, attention, il n'y a pas que les crèches dans la vie, vous avez aussi l'ensemble des autres réponses possibles. La principale des réponses aujourd'hui en matière d'accueil de la petite enfance, c'est l'assistante maternelle. Assistante maternelle, c'est le terme technique que l'on masculinise aussi en disant assistant maternel. C'est ce que les parents et les enfants, surtout les enfants d'ailleurs, baptisent traditionnellement les nounous. Alors, je vais vous montrer ça avec un tableau assez indigeste. Ce que sont, vous voyez en ligne, les systèmes d'accueil de la petite enfance, c'est, je vous ai mis en ordre d'importance, les assistantes maternelles. Les assistantes maternelles, il y a plein de chiffres, ça fait sérieux, c'est pour ça que ça fait sérieux. Vous voyez que vous avez un tiers des enfants de moins de 3 ans qui peuvent avoir une place chez une assistante maternelle. 33% des enfants de moins de 3 ans peuvent prétendre à une place chez une assistante maternelle. Ils peuvent prétendre, on peut la demander pour eux, mais il y a pour 100 enfants de moins de 3 ans, 33 places chez les assistantes maternelles. Les crèches, rebaptisées établissements d'accueil du jeune enfant, vous voyez, ça n'est que 20%. Okay. L'école maternelle, ce n'est pas pour tous les enfants de moins de 3 ans, c'est de la préscolarisation, c'est pour les enfants de 2 à 3 ans, ça ne représente que 4% de l'offre d'accueil de la petite enfance. Et enfin, les salariés à domicile, très généralement, très globalement, pour les parents les plus aisés, ça ne représente que 2% de l'offre d'accueil formel. Okay. Si on fait le total, eh bien vous avez 60%. Les 60% tout à l'heure, quelqu'un disait j'espère au moins 60%. Les 60% aujourd'hui, c'est l'offre soutenue à la fois par les caisses d'allocation familiale et par les collectivités locales pour permettre un accueil soit chez une assistante maternelle, soit dans une crèche, soit à l'école maternelle, soit avec un salarié à domicile chez soi. Ce que vous pouvez noter, hein, c'est les efforts sur un temps relativement court. De 2010 à 2018, on est passé d'un enfant sur 2 à 3 enfants sur 5. Dit peut-être de façon plus simple encore, on est passé de 50% des enfants de moins de 3 ans qui étaient couverts par l'offre d'accueil à aujourd'hui 60%. Dans le cas de l'Hérault, ceci vous sera reprécisé tout à l'heure, vous n'êtes pas à 60%, vous êtes aujourd'hui à 50%. Alors c'est un ratio, tout ceci est fonction d'une part de l'effort qui est fait pour augmenter la place, mais c'est divisé aussi par la taille de la population. Et comme dans le contexte de votre département, la taille de la population des moins de 3 ans, des jeunes parents, etc., augmente, eh bien, c'est plus difficile que dans un département où le nombre d'enfants de moins de 3 ans diminue. Mais bon, si vous voulez retenir des chiffres, vous voyez, vous avez en moyenne nationale 3 enfants sur 5 de moins de 3 ans qui peuvent prétendre à un accueil dans un mode de garde dit formel. Si vous voulez voir des choses qui font toujours des débats, des controverses, des polémiques, hein, vous pouvez voir que du côté de l'école maternelle, à l'échelle nationale, on a de moins en moins de petits-enfants qui sont pré-accueillis. Ce qui est en soi problématique au sens où plus les CAF vont faire d'efforts, plus les collectivités locales vont faire d'efforts du côté des 0-3 ans, plus peut s'observer un certain désengagement du côté de l'école maternelle. Une raison essentielle à ça, d'ailleurs, c'est que c'est 2 ministères très différents qui sont en charge sur ces 2 thèmes. Après, je note des questions et des remarques, par exemple sur la très forte attractivité de l'Hérault et peu de place en collectif comparativement à d'autres régions. Ce sera justement l'occasion tout à l'heure d'en discuter et d'entendre, je pense, les propos de la CAF pour dire combien la CAF, la branche famille dans son ensemble, sont là pour soutenir le développement de l'offre. Alors, je continue mon petit topo avec des questions. Une question, quel est le taux de pauvreté des enfants? Je vais m'expliquer. Le taux de pauvreté des enfants, c'est la part des enfants, des mineurs, des 0-18 ans, qui vivent dans des familles comptées comme pauvres. Voilà, pas seulement des enfants seuls, abandonnés, qu'on peut trouver
aujourd'hui, même dans les rues, ou qu'on peut trouver dans la littérature chez Zola ou Hugo. La question c'est, sur 100 enfants, combien aujourd'hui sont comptés comme pauvres selon l'approche la plus classique, la plus conventionnelle. Alors, je ne fais pas longtemps durer le mini-suspense, hein. C'est un chiffre qui est assez élevé, c'est même le moins qu'on puisse dire. Vous avez un enfant sur 5 qui est compté comme pauvre. Alors ça pose mille questions, d'abord parce que la France a un État-providence qui a des vertus, des défauts, mais qui est bien plus dense que nombre d'autres États-providence, ne serait-ce qu'en se comparant parmi les pays riches. Et sur la pauvreté des enfants, eh ben, il y a une faille, un manque, une difficulté, des efforts à faire. Et à ce titre, la dernière stratégie mise en œuvre par les politiques publiques, lancée par les pouvoirs publics en matière de lutte contre la pauvreté, porte d'abord sur la prévention et sur la prise en charge le plus précocement possible des jeunes, notamment des petits-enfants, lorsqu'ils sont dans des contextes défavorisés. D'où des questions, chacun peut penser ce qu'il veut de ces idées, de priorisation, par exemple, de place d'accueil de la petite enfance pour les familles les plus défavorisées. Je note que par rapport aux réponses de Emma et puis de deux autres personnes, hein, vous n'aviez pas à l'esprit ces 20%. C'est un sujet important, hein, qui est que si on prend le taux de pauvreté en France selon les différents âges, vous le voyez, vous avez pour les enfants, les moins de 18 ans, un taux de pauvreté qui est bien de 20% et qui diminue avec les âges de la vie, avec aujourd'hui un sujet important qui est que les personnes âgées, plus précisément les personnes retraitées, sont, même s'ils demeurent 7% d'entre eux qui sont sous le seuil de pauvreté, c'est 3 fois moins, près de 3 fois moins que pour les enfants. Ceci dit, je voulais vous montrer aussi des petites choses là-dessus, pour donner un peu de chair à tout ça. La pauvreté infantile. La pauvreté infantile, c'est pas parce que en moyenne elle est à 20%, que rien ne bouge et que rien ne se transforme. Ça, c'est des petits enfants, vous voyez, ils sont un peu maigres. Voilà, c'est pour ça que je voulais montrer. Et ça, c'est un autre visage de la pauvreté infantile. Je force le trait, bien sûr, pour dire que même si les chiffres peuvent surprendre, ce qui doit d'abord surprendre, ce qui doit d'abord interpeller, ce qui doit d'abord faire agir, ce sont les transformations de la pauvreté. Les problèmes de surpoids et d'obésité pèsent, si j'ose dire, disproportionnellement dans les familles les plus défavorisées. Là, ce que j'ai fait, vous voyez plein d'enfants, il y a 2 parents, c'est une famille nombreuse. Hein, voilà, boum. Ça, c'est une image un peu caricaturale aussi d'une famille monoparentale. Voilà. Les enfants pauvres sont d'abord des enfants de familles monoparentales. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales et de moins en moins de familles nombreuses. Ça, j'ai mis une image, ça fait un peu une famille française traditionnelle, pas forcément dans l'Hérault, j'en sais rien. Puis vous avez le sujet des migrations internationales qui transforment les réalités de la pauvreté. La pauvreté s'internationalise dans l'ensemble du territoire en France, comme elle peut se retrouver internationalisée dans les équipements de la petite enfance. Petite question qui est posée, est-il possible d'avoir la documentation en fin de webinaire? Oui, vous pourrez avoir le replay, le cas échéant, si vous souhaitez le PowerPoint. Moi, je suis partisan si la CAF en est d'accord, de vous le passer. Il y a une très bonne remarque qui est amenée, ce sont les parents et non les enfants qui sont pauvres. Oui, ça me va très bien que de dire ce ne sont pas les enfants qui sont pauvres, mais ce sont les parents qui statistiquement sont pauvres. Mais comme les enfants sont dans le même ménage que les parents, il est tout à fait loisible de parler d'enfants pauvres. J'ai pris 2-3 précautions là-dessus, mais en tout cas, statistiquement, désormais, on compte depuis une vingtaine d'années les enfants pauvres comme étant les enfants vivant dans des familles pauvres. Ce sont les enfants de parents pauvres. Voilà, quand dit que les enfants, ce sont les parents et non les enfants qui sont pauvres. Les enfants pauvres, ce sont les enfants de parents pauvres. Et ils sont objectivement en situation pauvre. Petite question sur les transformations de la famille, je reste sur les 0-3 ans. Quelle proportion des enfants de moins de 3 ans vivent en famille monoparentale? Alors, ce n'est pas tous les enfants, c'est les plus petits, les enfants de moins de 3 ans. Alors, comme les couples se séparent au fil du temps, bien sûr, c'est mécanique, ce n'est pas mécanique qu'ils se séparent, mais c'est mécanique que ceci se fasse au fil du temps. Il y a moins d'enfants de moins de 3 ans dans les familles monoparentales que d'enfants au total dans les familles monoparentales. Je vous montre vite, il y a 13% des 0-3 ans, donc plus d'un enfant sur 10, qui vivent seuls, dans la majorité des cas
avec leur mère, dans la très grande majorité des cas avec leur mère, et souvent aussi, et dans moins de cas, avec leur père. Bon, je vous ai mis le tableau qui le montre ici. Vous prenez tous les enfants, ceux de moins de 18 ans, ils sont 21%, 18 plus 3, 18 avec leur mère, 3 avec leur père à vivre en famille monoparentale, et ils sont 13% à vivre à moins de 3 ans, à être des enfants de moins de 3 ans. 13% des enfants de moins de 3 ans vivent en famille monoparentale. Tout comme le sujet de la pauvreté, se pose la question de la priorité de l'accès à des systèmes de garde formels pour limiter les conséquences de la pauvreté et de la monoparentalité. Il y a quelques questions techniques, qui sont des questions de branche famille, qui sont des questions de sous, mais vous avez vu dans le nuage de mots, les termes argent, dépenses, coût, rentabilité étaient amenés. C'est bien pour ça qu'on parle d'investissement d'ailleurs. Je vous pose une question que j'aime bien. Dans les CAF, ça veut dire caisse d'allocation familiale, c'est le scoop du webinaire. Dans les CAF, le montant des dépenses d'allocation familiale. L'allocation familiale, c'est bien cette prestation qui commence à partir du deuxième enfant et qui est versée à tous les parents d'enfants qui ont au moins un frère ou une sœur, donc tous les parents d'au moins 2 enfants, même si la prestation est modulée en fonction des ressources. Est-ce que ce montant d'allocation familiale est supérieur aux dépenses pour la petite enfance, est inférieur, est-ce qu'on fait moins en allocation familiale qu'en petite enfance, ou est-ce que c'est à peu près la même chose? Bon, je ne vais pas longuement faire peser le suspense. En fait, le grand sujet, c'est que les CAF dépensent moins maintenant en allocation familiale qu'en accueil de la petite enfance. Alors, voilà, quelle belle nouveauté. Je vous le montre avec des courbes en bleu. Vous avez depuis le début des années 50, la dépense en allocation familiale, et en rouge, la dépense en accueil du jeune enfant du côté des prestations légales. Alors c'est technique, mais il y a plein de gens qui, autour des écrans, là, sont dans la technique. C'est donc les prestations légales, la prestation d'accueil du jeune enfant. Pour les anciens, mais ça doit chanter aux oreilles, avant la prestation d'accueil du jeune enfant, vous aviez l'APE, l'allocation parentale d'éducation, la FEAMA qui finançait les assistantes maternelles. Le tout, avec d'autres, a été fusionné dans une prestation qui s'appelle la prestation d'accueil du jeune enfant. Mais en plus de cette prestation d'accueil du jeune enfant, vous avez ce que les CAF financent au titre des établissements d'accueil du jeune enfant dans ce que les CAF appellent leur action sociale. Le sujet, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, les CAF font plus en matière d'accueil du jeune enfant qu'en matière d'allocation familiale. Alors on pourrait les rebaptiser caisse d'accueil du jeune enfant, mais ça ferait cage et ça reviendrait au débat sur la garde par rapport à l'accueil. Okay. Alors, on revient à ce que pensent les Français. Selon vous, que pensent les Français du mode de garde le plus bénéfique pour l'enfant? J'ai mis 3 possibilités, on aurait pu mettre l'école maternelle aussi, mais le sujet, je pense, est secondaire. Je ne fais pas un grand suspense là-dessus. Les Français, aujourd'hui, préfèrent la crèche. Ils la préfèrent pour l'enfant. Alors, ça a bougé, parce que vous voyez, là, c'est une sorte de plat de spaghetti, hein, avec des couleurs différentes. Vous avez la moitié des Français qui estiment que le mode de garde le plus bénéfique pour l'enfant, c'est la crèche. Ensuite, ils estiment que c'est l'assistante maternelle, et ensuite, ils estiment que c'est la garde par un membre de la famille. 30 ans auparavant, c'était un membre de la famille, le mode de garde qui était jugé le plus bénéfique. Tout ceci a beaucoup évolué. Et tout ceci a beaucoup évolué et nous amène à notre sujet d'investissement, c'est que les Français, même s'il y a toujours davantage qui est fait en matière de crèche, en matière d'assistante maternelle, eh bien, sont toujours plus nombreux à avoir besoin de ce service parce qu'ils estiment que l'essentiel est de permettre la conciliation vie familiale, vie professionnelle des parents et tout particulièrement l'activité féminine. C'était un sujet qui, en 1990, était un sujet déjà important, mais qui est devenu un sujet absolument fondamental aujourd'hui. C'est un brin de paradoxe aussi, parce que plus les CAF et plus les collectivités locales font, plus en réalité l'objectif se repousse, c'est-à-dire qu'il y a toujours davantage de personnes qui ont besoin de services. Si en 1990, 60% des enfants avaient pu
de 0-3 ans pu bénéficier d'un accueil, d'un mode d'accueil, eh ben, ça n'aurait pas servi à grand-chose parce que les parents n'en auraient pas forcément voulu. Voilà, chose étrange. Aujourd'hui, à 60%, eh ben, il reste encore beaucoup d'étapes à franchir pour atteindre la satisfaction de l'ensemble des besoins des parents. Je continue. Quelle dépense publique annuelle pour une place en EAJE? Sujet un peu techno, j'en conviens, mais le sujet, c'est combien ça coûte. Hein. Quand on parle d'investissement, il faut savoir ce que l'on doit financer. Alors, tiens, je vais regarder un peu, là, je vais regarder sur mon téléphone ce que sont les réponses qui me sont données en la matière. Et pour le moment, elles n'apparaissent pas. Peut-être les gens n'ont-ils pas d'idée. Peut-être y a-t-il un décalage de temps aussi entre le propos et les réponses, mais c'est pas grave. La réponse, tic-tac, 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 c'est 16 000 €. Bon, alors, si vous ne saviez rien, vous ne répondiez pas. Si je vous disiez, bon, 16 000, c'est quand même beaucoup, je vais mettre 12 000. Vous dites, c'est quand même très cher, les crèches, je vais mettre 20 000. Hein. Bon, le sujet, vous le voyez, pour le caricaturer, une place en crèche, c'est environ un SMIC annuel. Voilà, un sujet, tout le monde ne peut pas y accéder. Après, pour fonder un peu mon propos, j'ai mis plein de chiffres, encore une fois, pour souligner que le quiz tient debout. Vous regardez les coûts pour la puissance publique, hein, pour les dépenses publiques. Les dépenses publiques qui sont faites de dépenses de sécurité sociale, des dépenses des CAF, qui sont faites de dépenses des collectivités locales, à côté, en complément des dépenses de la branche famille, qui sont faites aussi de dépenses fiscales, de réduction d'impôts. Vous savez que le système le plus coûteux, c'est la crèche. Alors, le langage bureaucratique va parler aujourd'hui d'établissement d'accueil du jeune enfant. Mais c'est aussi, c'est ce que montre ce crowbar sur lequel je ne m'étends pas, le système qui est le mieux solvabilisé par les dépenses d'accueil de la petite enfance, qu'il s'agisse des dépenses du côté branche famille que des dépenses du côté des collectivités locales. Sûr, la crèche, dans une certaine mesure, incarne la politique d'accueil de la petite enfance, est aujourd'hui le système qui est jugé le plus bénéfique pour l'enfant, mais je le redis, ça n'est pas le premier système auquel on recourt les parents aujourd'hui, en raison de l'offre, en raison des préférences des parents peut-être, et en raison aussi de la structuration de tout ce marché de l'accueil de la petite enfance. Le terme marché ne doit pas faire peur, surtout lorsque l'on parle d'investissement. Et on arrive aux questions un peu techniques sur l'idée d'investissement. Je pose la question qui peut paraître un peu étrange pour ceux qui ne connaissent pas ces travaux, mais vous avez plein d'économistes, dont un super prix Nobel, quand je dis un super prix Nobel, dont un prix Nobel, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Et ils ont calculé ce que représentait, sur le temps d'une vie, l'économie de dépenses publiques à partir du moment où on avait investi 1 € dans la petite enfance. Ce n'est pas 1 € dans une crèche, ce n'est pas 1 € dans une MAM, ce n'est pas 1 € chez une assistante maternelle, c'est dans l'offre d'accueil de la petite enfance en général. C'est des travaux qui ont été faits d'ailleurs sur un autre continent, en Amérique, aux États-Unis. Là, si vous ne savez pas, vous dites, oh, j'en sais trop rien, je ne réponds pas. Si vous dites, ouais, 3 € quand même, c'est un bon rapport qualité-prix, si j'ose dire, ou un bon investissement, ça me rapporte 3 fois ce que j'ai misé, là, vous pouvez être encore plus content de la dépense petite enfance, car ce qui est estimé, c'est que ça rapporte près de 20 fois, 17 fois ce qui a été investi. Alors, c'est des enquêtes célèbres, des travaux célèbres qui montrent, si vous voulez le comprendre, hein, que ça coûte cher d'élever les jeunes enfants, en particulier les 0-3 ans, là c'est les 0-10 ans, et puis par la suite, vous avez des gains pour les pouvoirs publics parce qu'il y a des cotisations et des impôts qui viennent peser sur les salaires de ceux qui ont été éduqués. Les Américains aiment bien mettre ça en avant, ils estiment que la dépense dans la petite enfance, dans la socialisation précoce, fait beaucoup d'économies en matière de prison. Ils sont un peu comme Victor Hugo, là, vous savez, il vaut mieux construire des écoles, ça vous permettra de limiter les coûts des prisons. Par la suite, ils enlèvent aussi les coûts de dépenses d'aide sociale qui peuvent être
nécessaire. Donc, l'idée force, c'est que si vous investissez tôt, eh ben, vous n'avez pas à réparer plus tard. Il y a des études comme ça qui montrent les différences entre des enfants qui ont été accueillis dans des crèches dans lesquelles l'enquête était menée et des enfants qui n'ont pas été dans des crèches. Et vous voyez que ceux qui ne sont pas passés par la crèche eh ben, ont été 2 à 3 fois moins nombreux à accéder aux études supérieures. Bon, chacune de ces enquêtes donne lieu à plein de débats, plein de controverses même, mais l'idée générale, elle est très simple. Et elle correspond à quelque chose que tout le monde comprend. Mieux vaut prévenir que guérir. Et la dépense petite enfance est certainement la dépense la plus rentable. Je vous en fais un calcul rapide, une explication rapide de cet investissement dans la petite enfance. C'est que, c'est pas très compliqué, c'est des mathématiques très simples. Vous avez un coût pour les pouvoirs publics. Ça coûte cher. Demandez à la CAF, demandez aux collectivités locales. Voilà, ça coûte cher. Ensuite, vous avez des gains pour les parents, en particulier pour la mère. D'abord, si elle travaille, elle a un salaire plein. Ensuite, parce que sinon, si elle a un temps partiel contraint, elle n'a pas son salaire plein. Ensuite, c'est plus compliqué à calculer, mais ça se calcule. S'il n'y a pas d'interruption de carrière, eh bien, vous avez la possibilité de gagner plus sur le temps d'une vie. Okay. Il y a un gain pour les pouvoirs publics à tout ça, ce sont l'ensemble des cotisations et des impôts prélevés sur les salaires pleins et sur les gains de la personne qui aura travaillé plutôt que d'avoir cessé complètement contrainte son activité, et vous avez un retour sur investissement qui est que ça coûte moins cher sur le long terme, et même ça peut rapporter aux finances publiques que d'investir dans la petite enfance. D'où le titre de notre rencontre sur l'enfance, un bon investissement. Et je vous montre ça, alors certains l'ont peut-être déjà vu, ceux qui sont dans les secteurs de la petite enfance ont déjà entendu parler de ça. La courbe de Ekman, c'est quasi mythique maintenant. C'est un prix Nobel d'économie américain qui est très libéral d'ailleurs, il s'appelle James Ekman, et son idée force, elle est très simple. Là, vous avez les âges de la vie, 0-3 ans jusqu'à la période post-scolaire. Son idée, c'est que quand il calcule le retour sur investissement en capital humain, selon son vocabulaire, c'est-à-dire en fait en niveau d'éducation, en niveau de socialisation, il faut intervenir très tôt. Voilà. C'est ça l'idée de la courbe d'Ekman qui apparaît avec de jolies couleurs ici. Et puis je vous ai mis donc Victor Hugo qui dit bien quand vous ouvrez une école, on pourrait dire une crèche, vous ne fermez pas forcément une prison, en tout cas vous aidez vraiment à la socialisation des jeunes. Et je l'ai mis entre les deux visages de deux pères fondateurs de la protection sociale, M. Beveridge et M. Bismarck. Alors j'ai quand même des questions sur les congés parentaux. Qui ont leur importance, c'est ce à quoi aspirent beaucoup de parents. C'est ce pourquoi plaident les politiques publiques de plus en plus inspirées de modèles nordiques, de pays du Nord, pour dire que, notamment dans la première année, on va dire les premiers 365 jours sur 1000, il importe que les parents, et les deux parents, soient auprès de leurs enfants. Et donc, la rémunération des congés parentaux, dans l'ensemble des dépenses petite enfance, c'est pas 10%, c'est moins de 10%. Bon, alors après, là, vous avez le truc absolument illisible qui explique tout. Si le sujet vous intéresse, une nouvelle fois, ceci, j'en suis d'accord, pourra vous être transmis. Et vous voyez, si on est technique, là, les dépenses pour la petite enfance, les dépenses pour la rémunération du congé parental, qui sont des dépenses de la CAF, faites de prestations forfaitaires pour la cessation d'activité, mais également de rémunération, de paiement des cotisations retraite, ça représente, vous le voyez, 1,3 milliard d'euros sur 15 milliards d'euros de dépenses, donc moins de 10%. Okay. Combien de familles bénéficient d'un congé parental rémunéré à l'échelle nationale, c'est pas que dans l'Hérault? Eh bien, gros suspense, poum, on arrive, c'est 300 000, mais au-delà du chiffre, c'est que vous avez le chiffre total, il est ici, il y a plusieurs possibilités selon que vous êtes ou non en temps partiel, ou donc en congé à temps partiel, c'est qu'on est à 300 000 aujourd'hui, on était à 600 000 il y a une quinzaine d'années. Alors, il y a des mouvements, moins les gens vont en congé parental, plus ils ont besoin de cette offre d'accueil. Il y a certainement des gens qui en congé parental l'étaient de façon contrainte, peut-être aussi des gens qui le sont de façon contrainte encore aujourd'hui. Il faut toujours avoir à l'esprit peut-être cette contradiction des politiques publiques de la petite enfance, qui est que d'une part, il s'agit d'aider les gens à exercer une activité professionnelle, et d'autre part, il s'agit d'aider ceux qui pourraient le souhaiter à ne pas être en activité professionnelle pendant un certain temps auprès de leurs enfants. C'est ce qu'un temps, je ne sais plus si c'est le mot qu'on emploie, dans ce domaine politique, on baptisait le libre choix.
Voilà, on a fait les 12 questions et je suis exactement dans mon temps, je suis content. Je vais juste me tourner vers le directeur, vers Thierry Mathieu pour l'embêter, pour lui demander, sans tricher, combien il a sur 12. Et ensuite, je vous dirai, mais j'en aurai pour 1 minute, une toute petite conclusion là-dessus. Donc Thierry. Sans tricher, je n'ai pas compté. Ah, Et j'ai pris des notes, voilà. mais je ne savais pas répondre à toutes les questions. Donc, Bon. je dois l'admettre sans difficulté. Et on peut se tourner vers le président, alors, Guichard Aguilar. Combien vous avez, vous, sur 12? Peut nous dire le président? Voilà. Alors, je vais être complètement franc. J'ai été passionné par le fond, donc je n'ai pas joué la forme. Bon, bah, en tout cas, tous les deux, vous avez perdu. Aucun d'entre vous. On a perdu. On n'aura pas de stylo de l'M3S. Bon. Pas de stylo. Je voulais juste conclure par un truc très simple. Bon, j'ai essayé par à la fois le nuage de mots, mais surtout par le quiz. Là, tant mieux si à la fois le président et le directeur, et j'espère les autres ont pu trouver ça intéressant, cette mise en perspective du sujet. Mais ça cherchait à valider le titre. La politique petite enfance, c'est un bon investissement. C'est un bon investissement, alors je le mets de façon un peu bêta, hein, pour les enfants. C'est un bon investissement que d'être socialisé, que d'être notamment pour les plus défavorisés dans des contextes qui leur permettent de débuter dans la vie avec davantage d'égalité des chances. C'est un bon investissement pour les parents. C'est un bon investissement pour les parents parce que précisément, ils peuvent mieux concilier leurs idées et activités familiales et leurs idées et activités professionnelles. C'est un bon investissement pour le pays, c'est un bon investissement pour le pays parce que si on investit dans les modes d'accueil de la petite enfance, vous l'avez vu, c'est selon les Français ce qui permet le plus de ne pas voir se dégrader la fécondité. Donc ça a son intérêt en la matière. Ensuite de cela, ça a son intérêt plus général, bien au-delà de la fécondité, en termes de productivité, pardon de le dire ainsi, en termes d'efficacité dans les entreprises ou dans les services publics de la part de parents qui ne sont pas inquiets de la situation de leurs petits-enfants et qui ne sont pas maris, si j'ose dire, d'être à la maison alors qu'ils souhaiteraient pouvoir exercer une activité professionnelle. Et puis, et je pense que c'est un sujet important pour la demi-heure qui va suivre, c'est un sujet crucial pour les territoires, hein, pour satisfaire ces jeunes ménages qui arrivent dans l'Hérault, eh bien, il faut pouvoir répondre à leurs aspirations de jeunes ménages, ces aspirations de jeunes ménages, de jeunes parents déjà avec des enfants ou de futurs jeunes, de futurs jeunes parents, de pouvoir disposer des services d'accueil dont ils ont besoin. Voilà ce que je voulais vous raconter. J'ai récupéré pas mal de petites questions aussi, et je n'ai pas répondu à toutes les questions. Je vais tenter de le faire. J'ai vu que sur le programme, on a le droit de le faire, puis on pourra en prendre d'autres si vous le voulez. Petite question. Alors, c'est pas une question, c'est une remarque. D'où l'importance de mener de front une véritable politique autour de l'accompagnement à la parentalité au sein de nos EAJE et au-delà. Quand nos EAJE, ça veut donc dire que c'est quelqu'un du domaine de la petite enfance, peut-être CAF, peut-être collectivité locale. Bah, oui, c'est un gigantesque thème que celui de l'accompagnement de la parentalité. Hein. Ça n'a jamais été aussi difficile d'être parent. Ça, tous les parents en sont convaincus au moment où ils sont parents. Mais c'est vrai que c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui qu'il y a tous ces autres éducateurs que sont les réseaux numériques, les réseaux sociaux. Là, on n'est pas sur les tout petits enfants qui n'ont pas encore leur téléphone portable. Il y a une pression aussi du monde de l'entreprise qui fait qu'il est plus difficile d'être serein quand on est à la fois parent et salarié. Mais je ne fais simplement que dire combien je suis d'accord avec l'idée selon laquelle il importe, au-delà de l'offre de garde, qui serait simplement une offre de quantité, d'apporter une offre de qualité et aussi plus généralement une politique de soutien à la parentalité. Et parentalité avec les deux genres, si j'ose dire, ou les deux sexes, je ne sais pas comment on doit dire, hein, c'est impliquant à la fois les pères et les mères.
Un enfant unique ne mange pas comme les autres. Ah oui, il y a un bon sujet auquel le modérateur, ou la modératrice d'ailleurs, a répondu. C'est vrai que les allocations familiales ne sont versées qu'à partir du deuxième enfant. Et pourquoi ne sont-elles versées qu'à partir du deuxième enfant? C'est parce que ce qu'elles ont été conçues, ces allocations familiales, c'est dans une visée nataliste. Hein. D'ailleurs, à partir du troisième enfant, vous gagnez encore plus. Le premier enfant en allocation familiale rapporte 0. Le deuxième enfant rapporte 130 € et le troisième enfant rapporte 160 €, un truc dans le genre. Mais comme ça vous a répondu, hein, vous avez d'autres prestations qui sont calculées en tenant en compte de l'ensemble des enfants dans la famille. Ceci dit, moi je suis ni CAF, ni pour ni contre les CAF là-dessus, je note seulement que la France est un pays singulier avec étant le seul à ne pas avoir d'allocation familiale au premier enfant. Mais est-ce que ce serait utile au regard des visées de la politique familiale? Rien n'est évident en la matière. Alors, ah oui, pour les familles en difficulté, la crèche est évidemment plus accessible financièrement. Pour une famille à faible revenu, une famille modeste, sans être dans le dénuement, pouvoir accéder à une nounou à la maison est impossible financièrement. Pouvoir accéder à une ASMAT est problématique et coûteux. Pouvoir accéder aux crèches est une salvation. C'est quelque chose qui vous permet de réenvisager votre activité professionnelle et votre existence de façon un peu plus stable que si vous avez à jongler entre plein de petits boulots et des inquiétudes et surtout être contraint de rester chez vous à garder votre enfant parce que vous ne pouvez pas vous payer ni la nounou à domicile, de très loin vous ne pouvez pas la payer, ni la nounou à son domicile, la SMAT. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Il y a encore 3 questions, je crois. Que disent l'IGAS ou la Cour des comptes sur les dépenses publiques orientées vers des entreprises de crèche qui ont une forte rentabilité? Ben, j'en sais rien. Voilà, ça c'est la meilleure réponse c'est la réponse que j'adore faire. C'est la plus honnête sur plein de choses. Je ne sais, alors, quand je dis j'en sais rien, je n'ai pas lu de choses sur l'IGAS ou la Cour des comptes qui critiquait la rentabilité des entreprises de crèche. Mais ce que je veux dire là-dessus, plus généralement, les entreprises de crèche n'ont pas eu forcément bonne presse au tout départ, et la question qui est ici amenée montre qu'il y a une certaine réserve à l'égard des entreprises de crèche. Je voudrais dire 2 choses. D'abord, dans l'ensemble du secteur médico-social, il y a du secteur public et du secteur privé. Le secteur privé est en fait 2 choses bien différentes, le non lucratif et le lucratif. Le lucratif est apparu il y a 10-15 ans dans le secteur des crèches. Il a plein de défauts, certainement. Il a au moins une vertu. Je sens que je le défends, je n'ai pas d'action là-bas. C'est que s'il n'y avait pas eu ce secteur privé, il n'y aurait pas eu autant, voilà, je peux le dire ainsi diplomatiquement, il n'y aurait pas eu autant de développement de l'offre d'accueil. Voilà, après, il y a plein de questions. Je ne sais pas si je peux répondre à tout comme ça sans trop prendre de temps. J'en suis désolé. Je vais prendre les questions qui étaient arrivées jusqu'à 17 h. Ah oui, l'impact très notable de ces programmes sur la santé, oui, c'est tout à fait exact. Et dans l'idée d'investissement dans la petite enfance, au tout départ, avant même que les CAF s'en saisissent, hein, c'était un investissement sanitaire. Rappelez-vous, les crèches, c'était des équipements sanitaires qui étaient peu humanistes, on va le dire de la sorte, plusieurs décennies, hein, mais c'était des équipements sanitaires. Et ça a toujours cet impact décisif sur la santé des plus petits naturellement. Donc il y a plein d'autres questions qui sont arrivées comme ça, j'ai essayé de répondre à pas mal d'entre elles. Il y a une question qui permet de faire un peu la transition peut-être avec le propos du directeur, qui est sur les freins. Les freins qui sont les plus courants pour investir dans la petite enfance, dans les crèches en particulier. S'il y a après encore un peu de temps, moi je serais ravi, hein, je pourrais continuer à répondre aux questions, mais au regard du temps imparti, c'est ça les webinaires, parce qu'on n'a pas le droit de rigoler avec le temps, je proposerais volontiers, si monsieur le directeur en est d'accord, de lui passer la parole. Cher Thierry Mathieu. Oui, eh bien, je vais donc prendre la parole. Je pense qu'on doit m'entendre. Donc, donc d'abord remercier Julien Damon pour cette présentation et peut-être faire donc un focus local. Donc, comme ça a été dit, nous avons une démographie qui est dynamique et qui accentue le besoin d'accueil des tout-petits. Pas forcément
avec le taux de fécondité. Donc là, j'essaie de cliquer, mais ça, voilà, ça marche maintenant. Et donc, vous le voyez, donc une population qui continue d'augmenter, essentiellement, donc ça a été dit, par une croissance donc exogène, qui n'est pas donc issue des Héroltais, mais en tous les cas des familles qui s'installent dans le département. Donc, si le département avait une population vieillissante, mécaniquement, le taux de couverture serait meilleur. Comme ce n'est pas le cas, le taux de couverture, comme vous le voyez, et il a été expliqué tout à l'heure, son mode de calcul a été expliqué tout à l'heure, est de 50% dans l'Hérault, mais vous voyez que la plupart du département est dans le rouge, c'est-à-dire inférieur à la moyenne nationale. Donc c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui et c'est pour cela que nous sommes là pour vous inciter à investir dans la petite enfance parce que les besoins sont là. Autre élément, donc, ça a été dit en matière de place et ça a été expliqué par Julien Damon. Donc aujourd'hui, nous avons dans l'Hérault 19 889 places et comme ça a également été dit, c'est d'abord chez les assistantes maternelles qu'on va trouver le plus de places avec presque 12 000 places. Ensuite, vous aurez les places en crèche avec 7 408 crèches collectives et 500 places donc, en micro-crèche. Donc ce sont les places, bien sûr, ce ne sont pas le nombre de crèches, pour 38 relais d'assistantes maternelles. Et donc, le nombre de places d'accueil formel pour 100 enfants de moins de 3 ans, c'est le fameux taux, c'est 50,4. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui dans l'Hérault sur l'offre. Maintenant, nous souhaitons bien expliquer pourquoi et comment nous vous accompagnons dans vos politiques en faveur de la petite enfance. Donc, nous allons vous accompagner, et vous le savez, nous vous accompagnons dans l'aide à l'investissement pour la construction, la rénovation des équipements, mais aussi dans l'aide au fonctionnement, à la fin de donc recourir au service d'accueil collectif au moindre coût. Voilà, donc ça permet aux familles d'accéder à l'ensemble donc de ces structures, mais nous payons aussi des prestations pour les familles qui elles ont recours à un accueil individuel, donc soit micro-crèche, soit assistante maternelle, où là nous payons la prestation directement à la famille. Très important parce qu'on va revenir là-dessus, le président du conseil d'administration de la CAF de l'Hérault en a dit quelques mots, mais le conseil d'administration de la CNAF a voté donc très récemment des majorations, ce qu'on appelait le plan rebond, et des majorations particulièrement importantes pour continuer à vous accompagner dans vos investissements en matière de petite enfance. J'en dirai un mot et je donnerai quelques exemples. Alors peut-être maintenant un zoom sur les aides versées en matière donc de petite enfance. Donc vous le voyez, on va aider donc à créer des places, on va cofinancer du fonctionnement. Et on va également donc soutenir les familles et les professionnels. Donc ça, ce sont les différentes prestations. Donc pour ce qui va être de l'investissement, nous avons ce qui s'appelle le plan d'investissement d'accueil pour le jeune enfant, donc le plan PIAGE. Et donc ce plan donc, nous permet aujourd'hui de majorer. Et nous avons l'exemple récent d'une structure importante, donc 72 places étaient créées. Et entre le moment où ce projet a été lancé, d'ailleurs la première pierre en a été posée, et aujourd'hui, donc nous avons un financement qui a été majoré de 65% suite au plan rebond. Donc c'est un exemple d'un projet qui était en cours, puisque je me doute bien que ce n'est pas uniquement parce qu'il y a cette majoration que les projets vont se créer, mais en tous les cas, ce projet était en cours et il a vu donc le financement de la CAF se bonifier de 65%, donc ce qui fait un montant beaucoup plus intéressant pour la collectivité. Ensuite, donc, concernant le fonctionnement, nous aurons des bonus pour les places nouvelles et nous aurons éventuellement des bonus pour tout ce qui va être donc l'accueil des enfants porteurs de handicap ou des familles les plus précaires. D'accueil pour quel coût? Donc ça, c'est une question que se posent les décideurs, mais que se posent également les familles. Donc pour les familles, et ça a été dit par Julien Damon, très clairement, donc le modèle français, le modèle de PSU, ce modèle donc qui permet de moduler la participation des familles en fonction de leurs ressources est le modèle le plus intéressant. Donc vous voyez crèche PSU, qu'on soit à 1 SMIC de salaire, 2 SMIC ou 4 SMIC, c'est toujours le modèle le plus intéressant financièrement pour la famille. Ensuite, vous retrouvez les assistantes maternelles et ensuite donc les micro-crèches qui sont donc, comme vous le savez, une solution donc complémentaire. C'est pour ça qu'elles sont limitées donc à 10 places. Une solution complémentaire sur les territoires, mais plus onéreuse pour les familles. Voilà, la crèche PSU, mode de garde toujours le moins coûteux et qui est vraiment le dispositif
français, j'allais dire que le monde nous envie, puisque Julien Damon parlait de notre taux de fécondité qui est en tête des pays occidentaux, mais c'est pas mal de pays, je me rappelle de la Corée du Sud, du Japon, de l'Allemagne, qui venaient voir un petit peu nos dispositifs, nos modes d'accueil et leur financement, et notamment qui étaient systématiquement intéressés par ce mode de financement PSU qui permet à la fois de prendre en compte la richesse de la famille, mais pour autant qui permet d'avoir une stabilité de financement à la structure, puisque pour la structure, c'est la CAF qui va compenser donc l'éventuel moindre prix pour les familles. Alors maintenant, quel mode d'accueil pour les gestionnaires? Donc pour les gestionnaires et notamment donc depuis le plan rebond, vous avez deux catégories. Vous avez les territoires au potentiel financier faible et les territoires au potentiel financier élevé. Et donc là, forcément, comme je viens de le dire, il y a des bonifications particulièrement importantes qui font qu'aujourd'hui, sur les aides au fonctionnement, on peut arriver donc à financer 76% de la structure en faisant l'addition de la PSU, des bonus territoire, des bonus mixité. Et on arrive à 76%, alors qu'on ne sera qu'à 60% dans des territoires donc considérés comme plus riches, et donc pouvant sans doute plus financer la structure à créer. Voilà pour les coûts des modes d'accueil à la fois pour les familles et pour les gestionnaires. Et ensuite, vous dire, parce que c'est l'essentiel aujourd'hui de cette conférence, ça a été dit et ça a été rappelé, la petite enfance, c'est un véritable enjeu d'avenir pour nos enfants, pour nos territoires, pour le développement économique, pour voilà, beaucoup de raisons. Et donc la CAF et ses professionnels sont là pour vous accompagner. Vous le savez, il y a 13 agents de développement territorial sur l'ensemble du département de l'Hérault. Ces agents donc sont à votre disposition. Normalement, vous les connaissez pour la plupart. Ils sont aux côtés des équipes du conseil départemental de la PMI, ça a été dit, qui va accorder derrière l'autorisation et finaliser le projet. Donc, vous voyez là un petit peu un calendrier type donc de mise en place d'un projet d'accueil du jeune enfant. Donc, vous voyez, il y a le pré-projet, où nous vous accompagnons, les avis techniques, bien sûr. Vous aurez tout cela dans le document donc partenaire spécial petite enfance qui va vous être diffusé à l'issue de ce webinaire, où tout est repris avec donc pour chacun des 13 territoires donc les coordonnées de l'agent de développement territorial. Voilà, vous redire que la CAF est à vos côtés, vous redire que la CAF, avec son conseil d'administration, peut prendre des décisions pour vous aider à financer massivement vos choix d'investissement. Donc, n'hésitez pas à investir dans la petite enfance. La petite enfance, un bon investissement, comme le dit Julien Damon. Je pense qu'on va laisser la place aux questions dans le fil d'actualité et nous allons essayer d'y répondre, sauf si Julien Damon peut éventuellement compléter cet éclairage local. Non, je ne peux pas compléter l'éclairage local, mais je pense qu'en effet, il faut essayer de répondre au maximum de questions. L'intérêt de passer par la voie numérique et les visioconférences, c'est qu'en fait, on peut répondre à plein de questions, ce qu'on a déjà commencé à faire. On va continuer. Je peux me charger de prendre les questions auxquelles je ne sais pas répondre, comme ça je peux les transmettre à Thierry Mathieu. Je pense qu'il est important de saisir ce que sont les principaux freins à l'investissement dans la petite enfance, et particulièrement dans les crèches. Le principal frein auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est souvent le coût. C'est-à-dire que même si la CAF va financer largement, pour une structure importante, il y a quand même un coût résiduel pour la commune qui est particulièrement important. Donc, la CAF est là pour financer, mais comme nous le savons tous, la petite enfance, il n'y a pas de service public de la petite enfance, il n'y a pas d'obligation pour une collectivité locale d'investir. Donc, elle va avoir un arbitrage à faire entre cette dépense-là et une autre dépense. C'est pour ça que d'ailleurs que nous intervenons aujourd'hui. Mais je pense que le principal frein aujourd'hui va être le coût, va être la rentabilité, va être la gestion du personnel qui est un vrai sujet pour les collectivités locales, va être le choix public ou privé. Voilà, toutes ces questions qui vont se poser et surtout cette projection dans l'avenir qui n'est pas évidente puisque forcément, lorsqu'on crée une structure petite enfance, on fait un pari sur l'avenir et parfois on se retrouve dans des communes. Aujourd'hui, les communes qui sont les plus dynamiques en matière donc, de création et d'investissement sont les communes aussi où il y a le taux d'actifs le plus élevé du département, donc les communes quelque part les plus riches. Peut-être que les communes donc les moins riches, donc c'est pour ça qu'il y a désormais donc une majoration pour les potentiels financiers élevés. Aujourd'hui, peut-être que les communes les moins riches
n'osent pas franchir ce pas-là. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Peut-être Guy Charles, si vous souhaitez. Nous avons fait le choix dans le département depuis toujours de favoriser l'ensemble, d'accompagner l'ensemble des modes d'accueil de l'enfant. Je sais l'importance qu'ont pour les municipalités la capacité d'accueil sur leur territoire. C'est à la fois un devoir, mais aussi une opportunité. Il faut le dire, mesdames, messieurs les maires, donner aux gens qui arrivent chez vous la possibilité d'accueillir leur enfant, c'est un moyen de les accueillir et de les conserver et d'en conserver les forces vives. Donc c'est un calcul bien, on peut employer le mot investissement. Le danger, c'est dans cet équilibre que nous avons su réserver entre le lucratif et le non lucratif qu'évoquait M. Damon, c'est de ne pas jouer le court terme. Donc moi, je vous engage à vraiment vous rapprocher de nos agents de développement territoriaux pour voir l'ensemble des mesures qui peuvent être apportées pour un accompagnement qui ne soit pas seulement un accompagnement de rentabilité de court terme pour les communes, c'est-à-dire de dire on va aller vers des modes de privé exclusifs dans lesquels on ne mettra pas d'argent. À très court terme, la politique du village ou du quartier sera entachée par le fait que vous aurez perdu la main sur la manière dont les enfants sont accompagnés, parce que nous parlions de garderie, d'accueil, et je pense que, mesdames, messieurs, aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est d'accompagner les enfants vers la citoyenneté de demain. Et ça, vous êtes au cœur de cette action, et l'argent que vous mettrez, le 1 pour 17 qu'évoquait M. Damon tout à l'heure, je pense qu'il est vrai au niveau de chaque village et au niveau de chaque quartier des grandes villes. Chaque euro que vous mettrez dans la petite enfance, c'est 17 euros. Le chiffre, je viens de l'apprendre. Hein. Mais en tout cas, c'est un investissement plus que rentable. Et puis, de toute manière, qu'est-ce que c'est que vivre? Ce n'est pas obligatoirement une rentabilité, mais c'est un équilibre, une harmonie qu'on s'est créé entre les hommes. Donc, c'est notre responsabilité commune. Yeah. Parmi les questions, j'en ai repéré 2-3 qui portent sur le manque de personnel. Alors, quand je dis manque de personnel, c'est un sujet que je connais à l'échelle nationale, je ne sais pas s'il est vrai dans l'Hérault ou comment il se précise dans l'Hérault, c'est les difficultés que l'on a à trouver du personnel pour les EAJE, donc pour les établissements, mais aussi les assistantes maternelles. Aujourd'hui, le sujet qui empêche, vu le taux de chômage dans le département de l'Hérault, de créer des structures d'accueil du jeune enfant, non. Très clairement. D'accord. Je pense qu'on doit être le 2e ou 3e taux de chômage national quand même, le département de l'Hérault. Ok, il y a des questions sur la PSU. Là, si la PSU est la moins coûteuse pour les parents, assure-t-elle pour autant la pérennité économique des EAJE? Oui, enfin, mais là je vais laisser Julien répondre, mais c'est au contraire le modèle même de la PSU qui permet de lisser le financement pour le gestionnaire. Ah oui, absolument, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ce que sont venus chercher d'ailleurs des pays comme les pays asiatiques qui recherchaient cette idée de moduler donc le reste à charge pour la famille en fonction de son revenu, sans pour autant affecter le financement de la structure qui lui restait stable. Oui, la réponse est claire. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant pour une municipalité, investissement à court terme ou investissement à long terme. Au long terme, la PSU est certainement la meilleure formule pour tout le monde parce qu'elle établit une longévité sur la prise en charge et l'accompagnement des enfants. Là où les modes PAGE ou les modes apparemment plus rentables dans un premier temps sont des modes à court terme, me semble-t-il. Il y a des questions techniques, là. Y a-t-il des statistiques spécifiques sur les LEAP et plus précisément sur l'impact pour les enfants? Je vais répondre comme Julien tout à l'heure, sans doute. Je ne les connais pas là en direct, les statistiques sur les lieux d'accueil enfants-parents. Ouais. Mais nous pourrons donc les diffuser. Oui. Au-delà de statistiques, on sait que de toute manière, la demande d'accompagnement sur la parentalité est essentielle. Et donc, nous sommes là. Voilà. Bon, je ne sais pas, je pense qu'on a… Je pense que nous allons, c'est ce qu'on regardait un petit peu et on regardait avec l'ensemble. Je pense que nous allons mettre fin donc à ce webinaire. Bien sûr, il y aura un journal partenaire spécial, donc comme je l'ai indiqué, qui sera diffusé à l'ensemble des participants. Donc, moi, je tenais vraiment à remercier tout particulièrement Julien Damon pour, comme à chaque fois, la qualité de la conférence. L'idée, c'était de faire simple, direct et intéressant. Donc, je pense que les 3 objectifs ont été atteints. C'était simple, c'était direct, c'était intéressant.
Les services de la CAF sont à vos côtés. Je laisserai le dernier mot au président du conseil d'administration, puisque le conseil d'administration est aussi à vos côtés, mais les services de la CAF sont à vos côtés sur les territoires pour calculer avec vous, simuler des financements, être là pour optimiser les financements que nous pourrions donc ensuite proposer au conseil d'administration. Donc voilà, les services de la CAF sont là. Toute cette opération de communication a pour objectif de vous inciter à créer des places. Donc n'hésitez pas, créez des places. Guy Charles. Merci, monsieur le directeur. Bien, juste un mot pour vous dire, nous sommes dans le même bateau, nous avons les mêmes objectifs. Vous pouvez compter sur la branche famille de la sécurité sociale, comme nous avons besoin de compter sur vous, parce que sans votre investissement et votre courage pour passer le cap, eh bien, nous ne pouvons rien faire. Nous ne créons pas de places, c'est vous qui les créez, mais vous pouvez les créer grâce à notre soutien et nous serons là autant que vous nous le demanderez. À bientôt. Merci. Au revoir tout le monde. À bientôt. Merci Julien Damon. Merci Julien Damon.